Richesse de la forêt. Écrit par Rahari Mantenein Irma Larocque, traduit par Michel Racotson et lu par Zeir Alter et Arthur Bourgogne. Mon enfant, c'est toi le maître des lendemains. Les goudjous sont en fleurs et leur arôme parfume de manière subtile le jardin. Les grands caméléons se réveillent et se prélassent au soleil pour se réchauffer. Cardinaux et nectariniers à reflets bleus, sohimang, accordent leur chant tout en tressant leur nid pour affronter la saison des pluies. C'est vraiment le printemps, la nature en revêt les couleurs. C'est dimanche, et quel n'est pas le bonheur de Zaravoul, car, comme d'habitude, la famille va rendre visite à grand-père, à Annalabé, la grande forêt, après l'office religieux. Sa joie est vraiment immense. « Quel conte va-t-il encore me raconter aujourd'hui ?» se dit-elle in petto. En voiture tout-terrain, Annalabé est à 1 heure de route de Voi-Mandjous. C'est juste une 30aine de kilomètres, mais c'est un chemin de terre bondé d'ornières et il faut y conduire avec beaucoup de précautions si on ne veut pas abîmer la voiture. Cette route est refaite tous les ans, dit Dada, exaspéré. C'est vraiment du travail fait n'importe comment, à la va-vite. Comment s'étonner que cet ouvrage ne puisse résister à une saison des pluies ? À se demander si les responsables gouvernementaux veulent laisser un héritage aux générations futures. Et ils continuèrent la route, emplissant la voiture de chants et de sourires. La poussière et les chaos de la voiture en furent bientôt oubliés. Très vite, sans qu'on l'aperçoive vraiment, on devina au loin la ville d'Annalabé. « Voilà Annalabé ! Voilà Annalabé !» s'écrièrent les enfants dès qu'ils virent le château d'eau construit à l'ouest du village. « On va bientôt arriver !» Le véhicule traversa la ville sur à peu près 500 mètres, suivit le pourtour du mur qui entourait le marché, avant de bifurquer à l'est pour prendre la ruelle qui menait à la maison de grand-père. Des enfants escortèrent la voiture en criant à qui mieux mieux. Étaient-ils heureux d'avoir des invités ou enthousiastes de voir la vraie voiture roulant sans avoir besoin d'être tirés ou poussés comme leur petite voiture en carton ou en fer-blanc ? Tout le monde se saluait de la main. « Bonjour !» disaient les uns. « Bienvenue !» répondaient les autres. Le jour approchait de son zénith. Voilà Dadabé, souriant, regardant de sa fenêtre l'arrivée de ses enfants et petits-enfants. « Bonjour, comment allez-vous tous ici ?» dit papa, heureux, tout en s'approchant de la porte. « Entrez, mes enfants, entrez !» lui répondit la voix de Dadabé de l'intérieur de la maison. Il vint recevoir ses hôtes à l'entrée. « Bienvenue, mes petits, bienvenue à Annalabé. »« Mais tu portes une canne maintenant, grand-père ?» lui demanda Zaravoul, un peu étonné. « Oui, ma fille, je l'ai commandé à Radoun, le menuisier, il n'y a pas si longtemps. » répondit l'aïeul. « Tu sais bien que ton grand-père est un peu fatigué et qu'il a besoin d'une canne pour s'y appuyer. Celle-ci m'aidera à ne pas tomber. »« Dis donc, elle a été superbement faite, ta canne. Ce sont des ornements, tous ces trous ?»« Disons que ce sont des ornements naturels. » dit grand-père en caressant la tête de sa petite fille. Ces trous font partie de l'arbre que l'on nomme Panjakabentan, le grand roi de la terre. Et son corps est vraiment ainsi constitué. Ah oui ? Mais installez-vous donc. Entrez, asseyez-vous. Grand-père posa sa canne au sud de la maison, dans le coin des ancêtres. Il prit place sur le canapé du salon. « Alors, comment va la santé ? Quelles sont les nouvelles de la ville ?»
et ils conversèrent, heureux de se revoir, se racontant ce qui s'était passé la semaine auparavant et spéculant sur ce qui allait advenir la semaine suivante. Tout d'un coup, grand-mère vit l'heure à la pendule. Il était 12:20. Je vais vous quitter un moment pour m'occuper de notre déjeuner. Zaravoul, viens m'aider à nettoyer le riz. Quand Zaravoul eut fini d'aider sa grand-mère à la cuisine, elle revint au salon et s'approcha de grand-père. Elle était subjuguée par tous ces meubles bien rangés et qui tous avaient une histoire. On ne met pas les meubles et les objets décoratifs n'importe comment. Lui avait dit grand-père un jour. Il faut les mettre en harmonie pour donner une énergie à la maison. La petite fille, n'y tenant plus, lui avait alors demandé. Dis-moi, grand-père, pourquoi tu as mis ta canne dans le coin des ancêtres ? Son grand-père lui sourit et dit. Prends place et écoute bien ce que je vais te raconter. Autrefois, mon enfant, toute cette colline à l'ouest du village était couverte d'une forêt épaisse. Une forêt de régions sèches, comme celle que tu vois au sud de notre bourgade, qui n'est qu'un reste de ce qui existait autrefois et qui est caractéristique de notre région. Des animaux rares y vivaient alors, des lémuriens comme les sifok, les guidjous, les coqs de bruyère, les genettes, foussa. Il y avait aussi une flore diversifiée et en nombre, le natu et son pigment rouge, le mangarar, le murango, le cachafai, le rami et son encens, le palissandre, le panzakabentan et d'autres encore. Jusqu'à présent, ce sont les produits du sous-bois de cette forêt qui faisaient la richesse du village et qui faisaient vivre la population. Les tradis praticiens à Finra Sifaka, les sages Antifanei, les rebouteux, soignant foulures, fractures et blessures, y allaient récolter les feuilles dont ils avaient besoin. Et toutes ces plantes médicinales que tu vois au marché, elles étaient cueillies dans la forêt. C'est avec elles qu'on soignait de nombreuses maladies. Mais avait-on le droit de faire de l'automédication autrefois, grand-père ? Demanda Zaravoul. Celui-ci lui répondit. Pour un rhume qui peut être soigné par du gingembre, pourquoi tuer un beau coq ? Dit le proverbe des ancêtres. Il y a eu et il y a encore des tradis praticiens acceptés par le monde de la médecine. Eux savent, en cas de maladie, quelle plante utiliser et à quel dosage. S'ils arrivent à guérir, que demander de plus ? Mais, en cas d'aggravation, il faut absolument aller consulter dans un centre de santé. Ici, l'eau que nous puisons, Continua-t-il, est de l'eau de source provenant de la forêt. Et jusqu'à présent, c'est là qu'Annalabé se ravitaille, même si maintenant la source tarit à la saison sèche à cause de la destruction de la forêt et la raréfaction des pluies. Pour bâtir des maisons et faire des meubles, on utilisait du bois de forêt. Et c'est là aussi qu'on prenait les fruits, les ignames, le miel, le sanglier, qui complétaient notre nourriture de base. On ramassait les branches mortes pour le bois de cuisson. Les charbonniers ne touchaient pas à la forêt vive et ne pouvaient se servir que d'eucalyptus ou de bois de jujube pour le charbon de bois. les lois qui réglaient la société dataient de là. C'étaient les Dinam Puknul, conventions villageoises qui géraient la cité ici. La concorde et la confiance régnaient. Les accords convenus et la parole donnée étaient suivis à la lettre. Ce sont les lois respectées et acceptées qui règlent la vie de la cité. En résumé, ce sont ces Dinam Puknul qui sont le véritable ciment de la vie commune ici.
Ce sentiment d'appartenance, Fiyavanana, faisait en sorte que l'on se sentait tous parents. C'était l'essentiel dans les familles, et l'on disait qu'il valait mieux être détesté par le souverain que détesté par le peuple. C'est cela qui rendait les villageois solidaires. Pour te donner un exemple, la période de chasse était limitée pour que l'espèce ne soit pas en voie de disparition. En période de fécondation, il était strictement interdit de toucher au gibier. Ce ne sont que des exemples, mais nombreuses furent les lois qui réglementaient la cité. C'était pour préserver la nature, garante de la survie de l'humanité. Les ancêtres n'avaient pas beaucoup de diplômes. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, mais ils savaient observer la nature qui les entourait. Ils y puisaient leur savoir et savaient se mettre en harmonie avec la nature. Et pourtant, dit-on, une nuit, quelqu'un vola les bœufs de trait de Rabéurak, dans l'enclos situé au coin ouest. Vers minuit, l'aboiement sans fin des chiens le réveilla. Il sortit de son sommeil, alluma une bougie, de ces bougies que l'on faisait avec du suif, et regarda par une petite brèche. Quelle ne fut pas sa surprise de voir 2 jeunes gens musclés sortir les bœufs de l'enclos. En 1 minute, il saisit son sifflet posé au chevet de son lit. L'appel résonna. Au voleur! Les voleurs prirent leurs jambes à leur cou. En un clin d'œil, les villageois se réunirent. Par ici! Par là! Les appels fusèrent. C'était une nuit de pleine lune. Aussi, ne fut-il pas trop difficile de suivre la piste des voleurs. L'entrée de la forêt était à 300 mètres de la maison de Rabéurak. Les voleurs, qui avaient pris de l'avance, s'y étaient engouffrés, mais ils furent suivis par des hommes nombreux. Une fumée épaisse accueillit les poursuivants. Quelle ne fut leur terreur! La forêt brûlait, les voleurs avaient déclenché un incendie. Le drame avait lieu en pleine saison sèche, période de grand vent, Varachaz. Il fallut peu de temps pour que la forêt s'embrase complètement. Prenez chacun des branches pour éteindre le feu et faites attention à ne pas brûler la plante de vos pieds. Que ceux qui ne supportent pas la fumée se bouchent le nez. Chacun fit de son mieux pour éteindre le feu. Celui-ci ne fut maîtrisé qu'au crépuscule. Ils étaient exténués au-delà de la fatigue. Des escarbilles volaient qui recouvraient leurs cheveux. Ne nous attardons pas, les garçons. Nous ne pouvons trouer l'obscurité de la nuit. Revenons au village pour reprendre des forces, dit Rabéuraka. Ce sont des bandits. S'ils ne sont pas décatis le jour, ils sont corrompus la nuit. C'est vrai! Dirent-ils tous en chœur. Ils rebroussèrent chemin pour retrouver leur foyer une fois que Rabéourk les eut remerciés. Ils se donnèrent rendez-vous pour le lendemain à l'aube. Quant aux 2 voleurs, ils continuèrent leur route en direction du sud-ouest, allant droit devant eux, à l'aventure dans la forêt. Ils savaient bien que les villageois s'efforceraient d'éteindre le feu, et ils en profitèrent pour fuir plus loin. Plus ils avançaient, plus ils sentaient que la forêt s'épaississait. L'espace entre les arbres se rétrécissait et les lianes qui pendaient ici et là devenaient de plus en plus grosses. De plus, la lune commençait à décliner et il fit de plus en plus sombre à l'intérieur du bois. De plus, la lune commençait à décliner et il fit de plus en plus sombre à l'intérieur du bois. Les guêpes piquaient, les épines égratignaient, les chenilles démangeaient. Les 2 garçons étaient désemparés. Avancer, c'était se perdre en forêt reculée. C'était faire face à la justice populaire. « Mais où sommes-nous » dit l'un d'entre eux, au bout du rouleau. Et si nous avions perdu tout sens de l'orientation?
Nous sommes vraiment en pleine forêt, là où un étranger n'a aucun repère. Que faire ? lui répondit l'autre. On continue. Autrement, le jour va nous surprendre et nous serons pris. Ils continuèrent leur route. Les petites plaies s'accumulaient, les brûlaient et les démangeaient. Ils mouraient aussi de soif, et la fatigue commença à faire son effet. Ils marchaient à l'aveuglette, trouvant leur chemin à tâtons, à droite, à gauche, devant, derrière. Brusquement, l'un des deux hurla. Au secours! Un cri suivi du bruit du choc, d'un corps tombant durement. Puis, plus rien. Il était tombé dans un trou assez profond et s'était évanoui. Malgré l'obscurité, son compagnon s'efforça d'aller lui porter secours. Hélas, son pied s'était pris dans les racines et lui aussi tomba. Sa tempe heurta un tronc et il perdit connaissance. Le lendemain, les habitants d'Annalabé se levèrent tôt. La nuit avait été courte. Certains partaient aux nouvelles, d'autres voulaient poursuivre la chasse aux voleurs. D'aucuns voulaient vérifier les dégâts du feu. Quant aux bœufs de Rabéouraka, ils n'avaient pu aller loin. Aussi, dès le matin, les bouviers purent les ramener à l'enclos. Mais la surface de forêt brûlée était immense. Un grand nombre d'animaux furent calcinés en quelques heures. La colline était pelée, consumée, complètement détruite. Le Fouknoul se mit d'accord pour poursuivre la piste des deux bandits, le jour même. Ils ne sont pas loin. Ces deux voyous ne sont pas d'ici. Ils sont au fossé. Suggérèrent certains. Tous suivirent le chemin qui coupait au sud du village. Ils longèrent le bord du fossé car ils espéraient y surprendre les fripouilles. Il était à peine midi quand ils virent un homme affalé au pied d'un grand arbre, un Panzakabentan, sans connaissance. Le jeune homme fut surpris et apeuré en voyant les habitants réunis nombreux auprès de lui. « Ne vous agitez pas, » dit Rémas. « Allez donc chercher des feuilles odoriférantes pour qu'on puisse en faire de l'encens. Et cherchez aussi des feuilles d'adab pour en faire des emplâtres sur ses plaies. » Quand les feuilles furent là, on les déposa sur un tissu bien propre. Rémas se mit à genoux pour remercier Dieu et les ancêtres et demanda leur bénédiction pour que les médicaments soient efficaces. Il prit les feuilles odorantes, les rassembla et se mit à les brûler peu à peu auprès du jeune homme évanoui. Le parfum le fit revenir à la vie. Quelques minutes après, il avait repris connaissance. Il mâcha les feuilles d'adab et, quand ce fut bien pâteux, il en recouvrit les blessures du jeune homme. « Laissez sécher. » dit-il. « Où est ton ami ?» demanda ensuite Rémas. Le jeune homme essaya de se souvenir. Je ne sais pas, dit-il en tremblant. Nous étions ensemble, il était devant moi, il cria soudain pour appeler au secours. J'ai essayé de le rattraper, mais il faisait noir. J'ai trébuché, je suis tombé, je ne me souviens de rien. « Cherchez-le dans le fossé, il a dû y tomber. » La lisière du fossé était à peu près à 50 mètres. Que voulez-vous que je vous dise ? Le jeune homme y était, il n'y avait plus qu'à aller le récupérer. Il avait déjà repris connaissance, réveillé par le bruit de la foule. Mais affolé, il s'était tapi dans le fossé. De plus, il s'était foulé le petit doigt de pied, et c'était difficile pour lui de remonter. Une corde fut lancée, et il put sortir du fossé. « Pardonnez-moi, je ne recommencerai plus. » implora le jeune homme. « Vous devez obligatoirement être menés au village, tous les deux. La sanction qui vous sera appliquée sera conforme à ce que dicte la convention d'Annalabé. C'est cette forêt qui fait d'Annalabé ce qu'il est. » dit encore Rémas en poursuivant ses explications. Vous êtes tombés.
Mais avez-vous réalisé où vous êtes tombé? Au pied de l'arbre Panjaka Bentan, le seigneur de la terre. C'est cet arbre qui protège de toute nuisance. Et pourtant, vous avez brûlé la forêt. Nous ne pouvons l'admettre. Il faut que vous soyez sanctionnés. Ils revinrent tous de concert au village. Les 2 voyous furent emmenés devant le chef du Fouktan. Ils furent interrogés. Les voyous étaient des habitants du village d'Anaïdav, à peu près à 10 km au nord d'Annalabé. Avertissez leurs parents. Dit Rassouj, l'homme qui présidait la convention du village. Et rassemblez le Fukunuln au marché en fin d'après-midi, au moment où le soleil déclinera et où l'horizon virera au rouge. En attendant, donnez-leur à manger et à boire, et enfermez-les en prison. Quant à nous tous, allons nous réunir pour délibérer sur la sanction à leur appliquer. En fin d'après-midi, toute la population fut devant le marché d'Annalabé, ainsi que les 2 garçons et leurs familles, qui avaient été convoqués. Quand toutes les salutations d'usage furent faites et que le sujet de la réunion fut bien établi, la décision concernant les 2 garçons fut prononcée. Les 2 garçons devaient aider le Fukunul à replanter des arbres. De plus, ils allaient surveiller ses plans. En outre, ils devaient payer 200 000 ariars. Les 2 garçons et les parents, en tant que témoins, signèrent la convention devant tout le village et le chef du Fouknoul apposa un cachet rouge, gage et garantie de l'accord. Chacun rejoignit son foyer après les discours de remerciement. « Mais comment se fait-il qu'aucun des arbres que le Fouknoul a plantés n'a poussé ?» demanda Zarvoul, étonné. « Pourquoi n'y a-t-il plus qu'une terre aride et des lavaques qui couvrent cette colline ?» Hélas, mon enfant, lui répondit grand-père. Le malheur ne vient jamais seul, et quand ce que vous faites ne va pas, une crevette ne vous tombera pas dans la bouche. Le Fukunuln a vraiment planté des arbres en quantité, des espèces endémiques. Malheureusement, la saison des pluies fut importante, et il y eut beaucoup d'orages violents. Le feu avait dénudé les collines, les racines des jeunes pousses étaient fragiles et ne purent retenir l'humus. Les torrents d'eau ont arraché la terre et tout ce qui était dessus. Seules les crevasses sont restées. Et si ce n'était que cela, les rizières aux alentours furent ensevelies. Quand la terre perd ses principes vitaux, il est difficile aux plantes d'y survivre. Aussi, souviens-toi, ma fille, que la forêt a un rôle primordial dans la vie des hommes. Et pour nous, malgaches, chacune de nos plantes a son usage. Par exemple, le Panjaka Bentan est celui que l'on utilise le plus pour protéger la maison. On le met au coin dédié aux ancêtres, la tête en haut. Pour moi, il est le protecteur de ma maison. C'est la 3e jambe sur laquelle je m'appuie. Mais également, c'est un symbole royal et celui des Tangalamen. C'est pour ça que ces grands dignitaires l'utilisent comme canne. De plus, c'est un remède pour soigner les voies respiratoires et la gorge. Regarde le Manjavasarj. Il soigne beaucoup de maladies comme l'asthme, les maladies du foie et d'autres encore que l'on ne saurait dire. Le Manjavasarj est connu dans le monde entier. Pour résumer, il faut conserver notre environnement, tout comme on fait d'un trésor précieux, car de notre environnement découle toute notre vie. Une seule étincelle, allumée exprès ou pas, peut détruire beaucoup de choses, ravager votre vie, causer beaucoup de mal à votre entourage et même à votre pays tout entier. C'est toi, mon enfant, qui es maître des lendemains. Tu porteras la nation à bout de bras. Aussi, respecte et protège la nature, car
c'est ta deuxième mère. Zaravoul, appela Naine de la cuisine. Va préparer la table, s'il te plaît, car le repas est prêt. Oui, maman, lui répondit Zaravoul. Elle s'élança vers grand-père tout en lui murmurant. Merci, grand-père. Puis, elle exécuta le travail que lui demandait sa mère.